Alors, ils ont essayé la Mirai sur automobile propre, incroyable. C'est toujours Max qui fait l'essai des voitures. Je vous invite à regarder leurs vidéos sur YouTube, ce sera plus simple. Pour se faire une meilleure idée de la voiture, moi je vais me contenter de lire leur résumé. Je crois que c'est la première à hydrogène qu'ils testent sur automobile propre, avec un essai comme ça. Alors, grâce à l'adoption de la plateforme de la Lexus LS, la Mirai 2021 apparaît sous les traits d'une berline 4 portes avec un profil de coupé. Ce style est en rupture complète avec la précédente génération. Entre les deux, l'empreinte au sol s'est étendue. Elle est d'aujourd'hui de 4,98 m quasiment, 1,89 m de large, et celle d'avant 4,89 m de long et 1,82 m de large avec l'ancienne carrosserie. Précisément, la nouvelle Mirai, future en japonais, future, ouais, est tout juste un peu plus longue que la Model S, de seulement 5 mm. Ce qui laisse espérer un coffre important, et de l'espace à bord pour les passagers, même si elle est moins large que l'américaine de 7 cm. La japonaise a perdu de la hauteur, 1,48 m en finition exécutive haut de gamme équipée de jantes alliage 20 pouces, contre 1,54 m avec la génération précédente. Elle coiffe cependant la Model S de 3 à 4 cm. Bon, vous savez que je suis pas fan de l'hydrogène, moi, personnellement. Surtout dans les conditions actuelles de production et de tarifs, des voitures et de l'hydrogène en lui-même. D'ailleurs, je crois qu'ils vont le dire à la fin, le prix. Donc, même la voiture en elle-même, elle est pas très belle, je trouve, honnêtement. Présentée comme une voiture à hydrogène, la Mirai est d'abord une électrique. C'est ainsi un moteur synchrone à aimant permanent qui propulse le véhicule. Installé à l'arrière, il développe 182 chevaux. Ce qui est pas fou, 300 Nm. Sa particularité est de recevoir principalement son électricité d'une pile à combustible. Désormais logée sous le capot, celle-ci est plus puissante que celle de la première génération, 128 vs 114 kW. Elle est alimentée par 3 bonbonnes en carbone, qui peuvent contenir au total 5,6 kg d'hydrogène. Ces réservoirs sont respectivement placés sous le coffre, la banquette et transversalement entre les sièges avant. C'est la réaction entre l'hydrogène et l'oxygène de l'air qui va permettre la création d'électricité, avec pour seul déchet de l'eau. Le groupe motopropulseur se complète d'une batterie tampon, située au-dessus du moteur. Ce choix d'emplacement empêche, comme sur l'ancienne Fluence Z2, de basculer les dossiers de la banquette pour augmenter le volume du coffre. Sérieux? Celui-ci est réduit à 273 litres, contre 895 et même 1645 litres en empiétant dans l'habitacle, avec la Model S en longueur. Mais le coffre est nul! C'est une blague! Attendez, la voiture, on rappelle, elle fait presque 5 mètres de long et 1,89 m de large. Le coffre fait même pas 300 litres. Putain, mais qu'on vienne pas me dire que l'hydrogène c'est le futur. Franchement, les gars. C'est évidemment bien trop peu pour une berline d'aussi belle dimension. Ah bah oui, merci de le dire. Aussi bien pour un usage familial qu'un taxi exploité pour rejoindre les gares et aéroports. Mais c'est même ridicule, quoi. Le pack lithium-ion affiche pourtant une capacité très chiche de 1,2 kWh. Il sert à récupérer l'énergie qui serait perdue autrement lors des phases de décélération et de freinage. Et surtout à exploiter cette réserve lors des accélérations, comment ainsi une certaine latence dans les temps de réponse de la pile à combustible. Si l'ancienne Mirai ne pouvait embarquer que 4 personnes, la nouvelle génération se propose d'accueillir 5 occupants, dont 3 sur la banquette. Toutefois, l'encombrant tunnel de service qui cache le réservoir transversal d'hydrogène ne sera pas au goût de celui du milieu. Ouais, et le réservoir va lui exploser à la tronche au passage. Comme pour trouver une meilleure exploitation de cette place, Toyota a aménagé son accoudoir central avec un porte-gobelet, une trappe de rangement et une console permettant de commander différents équipements. Ainsi, l'ambiance sonore, mais aussi les sièges chauffants et ventilés. Avec 3 personnes assises sur la banquette, ce boîtier sera très difficilement accessible. Oui. Les 2 occupants assis aux extrémités ne disposeront pas du volume auquel ils pourraient s'attendre sur une voiture de presque 5 mètres de long. L'espace apparaît limité, aussi bien au niveau des genoux que de la tête et des coudes. Comme pour le coffre, on voit bien que l'architecture d'un véhicule à hydrogène n'est pas propice à une bonne habitabilité. Ouais, c'est raté de chez raté, franchement. Y a rien à sauver de cette voiture. C'est du Toyota, j'ai envie de dire. Voilà. On va encore me dire que je fais l'anti-Toyota, mais désolé. Quand je vois ça, ça me fait rire, moi. Tous les passagers pourront néanmoins apprécier le confort de la sellerie en cuir. Le conducteur disposera de réglages électriques à mémoire de position. Son voisin n'aura cependant pas la possibilité de modifier la hauteur de caisse. De l'assise, pas de caisse. Ah bah c'est pratique. Donc t'es obligé de rester comme ça, quoi. Le système multimédia est supporté par un grand écran tactile implanté horizontalement, un peu curieusement en prolongement de l'afficheur numérique derrière le volant. En dépit de fenêtres au graphisme qui semble un peu daté, en particulier pour la navigation GPS, l'ensemble se montre fluide et réactif. Il supporte Apple CarPlay et Android Auto. C'est la base en même temps. Sans être présentes de façon géniale, les informations reprises derrière le volant sont relativement visibles. Les plus essentielles sont dupliquées à un affichage tête haute. La finition apparaît correcte avec l'usage de matériaux légèrement rembourrés, un peu partout avec surpiqûre. Mais l'espace pour les passagers est réduit par la largeur de la console accoudoir entre les 2 places.
Voyons les quelques photos. Bon, ça fait un peu cheap ce qu'il y a derrière le volant, là. Et ça, pareil, oh là là. C'est pas la grande folie, hein, les finitions. Hein. Toujours ce plastique noir brillant, là, je sais pas comment... Vous me l'avez dit dans les commentaires, je me rappelle plus comment ça s'appelle encore. Redites-le moi, du coup. Très très salissant, en tout cas. Piano black, je crois, c'est ça, non? Un truc comme ça. Le sélecteur de marche épouse la forme d'un petit levier qui tombe bien sous la main. Ouais, bon, ça va. Proposant un ralentissement régénératif, accentuer position break. En dessous de lui, un bouton sert à modifier le mode de conduite entre éco, normal et sport. La présence d'une clé main libre ne libère pas le conducteur de l'appui sur un bouton power. Pour démarrer, la miraille. Bon, ça c'est pas très grave au pire. Alors, en raison des dimensions du véhicule et d'un diamètre de braquage de 12 mètres 6, la marche arrière n'est pas facilitée. Heureusement qu'il est possible de compter sur une caméra de recul et une vue du dessus. Le vitrage à l'arrière aide également à effectuer les manœuvres. Il apporte une belle luminosité à bord et en complément du toit panoramique en verre. En ville, la berline à hydrogène se montre suffisamment vive, mais la suspension est vite perçue comme assez ferme. On sent passer les raccords et les plaques d'égout à faible allure. Ouais, sympa. On est plus dans l'esprit d'un coupé sport en termes de confort que d'une grande berline de luxe. Coupé sport avec 182 chevaux, bon... On a vu mieux. C'est la marque... c'est le manque de rappel qui surprend au niveau de la direction, davantage que sa légèreté en maniant le volant. Même en sélectionnant le mode brake, le frein moteur n'est pas très remarqué, ce qui impose de recourir souvent à la pédale de frein. Génial. L'arrivée sur une route confirme une accélération qui n'a rien d'exceptionnel, 0 à 100 en 9 secondes. Même la i208 fait mieux, la Zoé est pas très loin derrière. Dans les virages, la berline assez basse, avec sa garde au sol de 15 cm, ne s'écrase pas trop, avec la vitesse, la suspension filtre correctement les chocs. Des percussions sont toutefois ressenties, notamment en passant sur des saignées en travers de la chaussée. L'USP apporte de la stabilité à une voiture de presque 2 tonnes, qui ne brille pas par son agilité. Pour comparaison, avec plusieurs centaines de kilos supplémentaires, une Model S grande autonomie est plus convaincante dans ce contexte tout en offrant une bien meilleure habitabilité et un coffre bien plus généreux. Ah bah c'est clair que ça n'a rien à voir, hein. L'architecture de la Mirai n'est pas idéale sur le plan dynamique. Bah elle est idéale pour rien en fait, j'ai l'impression, d'après ce que je lis là, c'est une catastrophe cette voiture en fait. La Mirai embarque toutes les aides à la conduite qui séduisent nombre d'automobilistes, en particulier les capteurs d'angle mort à l'arrière, les régulateur de vitesse actif, si utile dans les bouchons, le maintien dans la voie, etc. Bon ça c'est la base, hein. Maintenant il n'y a rien de transcendant en 2021. Ces dispositifs se pilotent grâce aux commandes ergonomiques qui sont en gros coupées au volant, sur la branche de droite. Limitée à 175 km/h, la VMAX ne sera pas un problème en France. En revanche, elle pourrait être perçue comme trop juste sur les autoroutes allemandes. À 110 km/h, la Mirai se montre très silencieuse, même si quelques bruits d'air sont entendus au niveau des montants des vitres à l'avant. Alors, la conso, 1,24 kg d'hydrogène au 100 km. Ainsi, le rayon d'action ne dépasse pas les 450 km. Ça n'a rien d'exceptionnel comparé au modèle Y et modèle S, grande autonomie. Même la modèle 3 standard a plus d'autonomie que ça, hein, maintenant, avec 491 là. Un des attraits principaux de la Mirai pourrait être le temps de remplissage court des réservoirs. Sauf qu'il faut encore trouver une station qui délivre de l'hydrogène. Elles sont encore trop peu nombreuses en France. À celle de Jouy en Josa, dans les Yvelines, il nous a fallu 4 minutes pour ajouter quasiment 4 kg de gaz, donc 3,89 kg. Le tarif était de 12 € le kilo. Ça n'a pas changé, hein, c'est toujours le même tarif. Soit un peu plus de 65 € pour effectuer 450 km. 14,50 € les 100 km. Oh là 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 là, mais quelle catastrophe. C'est plus de 5 fois plus qu'une voiture électrique. C'est lamentable. Le prix de la Mirai démarre à 67 900 € en finition exécutive, comme sur l'exemplaire à notre disposition. Les chiffres grimpent à 74 900 €. Avec de l'hydrogène produit par des énergies fossiles, l'intérêt de cette voiture finalement n'est pas exceptionnel. À l'usage est relativement peu spacieuse à bord, ne saute pas aux yeux. Bon, c'est même de la merde, hein, disons-le, hein, clairement. Il ose pas le dire lui, parce que je pense que Toyota doit un peu sponsoriser Automobile Propre, donc il faut pas trop qu'ils se mouillent, les rédacteurs. Mais moi je le dis, hein, c'est de la merde, hein, cette voiture, clairement. Hein. Il en serait autrement pour les utilisateurs bénéficiant sur leur lieu de passage des sites délivrant de l'hydrogène vert. Quoi qu'il en soit, cette technologie sera sans doute bien plus utile pour les camions et les cargos qui effectuent de longues distances, et pour lesquels l'électrique et la batterie n'est pas la meilleure solution à ce jour. Je suis plutôt d'accord avec sa conclusion, pour le coup. Voilà. Donc n'achetez pas ça, hein, je crois que vous l'aurez compris, suite à cet essai d'automobile propre. Cette voiture est une fraude, en fait. Toyota est une fraude, cette marque est une fraude, voilà. On peut le dire, je crois. Donc, voilà qui va pas me réconcilier avec cette marque. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur cette voiture. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, pour vous, elle serait
convaincante. Allez, dites-moi en commentaire. Ciao.